Il a des coups d'œil anxieux, non, sûrement pas, il a qu'un œil. Donc, page 103. Je pensais que c'était tu continues la lecture. Ok. J'ai fait une liaison qui n'avait pas lieu d'être. Ok. Donc, page 103, il jetait. Répète. Nous avons vu le film 17 fois. Tu te rends compte? D'ailleurs, nous ne le voyions plus, nous y vivions. C'est incroyable. C'est incroyable le bonheur que ça avait l'air de rapporter. Ah oui, le changement Ouais. radical. Bon, on peut continuer, mais je pense que ça suffit. Oui, non, c'est hein? bien. Ah, mais Ouais. c'était beau ça. Ah, c'est... beau. Apolitique? Oui, parce qu'on est en Union soviétique, hein, Ah. donc tout est politique. C'est Alors là, enfin. c'est gratuit. C'était... Bonjour, je m'appelle Rita et je vais vous lire un extrait d'un livre intitulé « Au temps du fleuve Amour ». Le fleuve Amour, c'est un fleuve sibérien, un long fleuve, qui est en fait la frontière naturelle entre la Russie et la Chine. Et l'auteur est Andrei Makin, un auteur russe, mais qui vit maintenant en France et qui écrit maintenant en français. C'est vraiment, ces personnages appartiennent à un autre monde, le monde du pays du Grand Blanc, au bord du fleuve Amour. Ce sont des lieux de silence et où on se demande si même il y a un avenir. La beauté était la moindre des préoccupations dans le pays où nous sommes nés, Oudkine, moi et les autres. On pouvait y passer toute sa vie sans avoir compris si l'on était laid ou beau, sans chercher le secret de la mosaïque du visage humain, ni le mystère de la topographie sensuelle de son corps. L'amour aussi s'enracinait mal dans cette contrée austère. Aimer pour aimer a été, je crois, tout simplement oublié, atrophié dans la saignée de la guerre, étranglé par les barbelés du camp tout proche, glacé par le souffle arctique. Et si l'amour subsistait, c'était sous une seule forme, celle de l'amour péché. Toujours plus ou moins imaginaire, il éclairait la routine des rudes journées hivernales. Les femmes, emmitouflées dans plusieurs châles, s'arrêtaient au milieu du village et se transmettaient la nouvelle excitante. Elles croyaient chuchoter, mais à cause des châles, elles étaient obligées de crier. Nos jeunes oreilles captaient le secret divulgué. Il paraissait cette fois que la directrice de l'école avait été vue dans la cabine d'un camion frigo. Oui, tu sais, ces larges cabines avec une petite couchette au fond. Et le camion était garé tout près du tournant du diable. Oui, là où chaque année au moins une voiture se renverse. Il était impossible d'imaginer la directrice, une femme sèche d'un âge improbable et portant toute une carapace de vêtements molletonnés, batifolée dans les bras d'un camionneur, sentant la résine de cèdre, le tabac et les... Provoqué par ce dernier potin, se calmait vite, comme figé sous le vent glacial des nuits sans fin. La directrice redevenait à nos yeux telle que tout le monde la connaissait. Femme irrémédiablement seule et stoïquement malheureuse.
et les camions s'élançaient en rugissant comme d'habitude, avec l'unique obsession de transporter les mètres cubes prévus par le plan. La taïga se refermait sur l'éclat de leurs phares. La vapeur blanche de voix féminines fondait dans le vent cinglant. Et le village, dégrisé de son illusion amoureuse, se recroquevillait en s'installant dans l'éternité appelée hiver. Dès sa naissance, le village n'était pas conçu pour abriter l'amour. Les Cosaques du Tsar, qui l'ont fondé il y a 3 siècles de cela, n'y pensaient même pas. Ils étaient une poignée d'hommes écrasés par la fatigue de leur folle équipée au fond de la taïga infinie. Les regards hautains des loups les poursuivaient même dans leurs songes tumultueux. Le froid était tout autre qu'en Russie. Il semblait ne pas connaître de limites. Les barbes, recouvertes de givre épais, se dressaient comme des lames de hache. Dès qu'on fermait les yeux un instant, les cils ne se décollaient plus. Les Cosaques juraient de dépit et de désespoir, et leurs crachats tintaient en retombant en petits glaçons sur la surface noire d'une rivière immobile. Bien sûr, il leur arrivait d'aimer à eux aussi. Ces femmes aux yeux bridés, aux visages impassibles et comme ombrés d'un sourire mystérieux, les Cosaques les aimaient dans l'obscurité enfumée d'une yourte près de la braise rougeoyante sur les peaux d'ours. Mais trop étranges étaient les corps de ces amantes silencieuses. Enduits avec de la graisse de renne, ces corps échappaient à l'étreinte. Il fallait, pour les retenir, enrouler autour de son poignet les longues tresses luisantes, noires et rêches comme la crinière d'un cheval. Leurs seins étaient plats et ronds comme les coupoles des plus anciennes églises de Kiev et leurs hanches fermes et rebelles. Mais, domptés par la main retenant la crinière, ces corps ne s'esquivaient plus. Les yeux brillaient comme des tranchants de sabre, les lèvres s'arrondissaient, prêtes à mordre. Et l'odeur de leur peau tannée par le feu et le froid devenait de plus en plus âpre, enivrée. Et cette ivresse ne passait pas. Le Cosaque enroulait de nouveau les tresses autour de son poignet. Et dans les yeux étroits de la femme s'allumait une étincelle de malice. N'a-t-il pas bu une coupe de cette infusion visqueuse et brunâtre, le sang de la cargue racine, qui vous déverse dans les veines la puissance de tous vos ancêtres? Rompant l'enchantement, le Cosaque rejoignait ses compagnons et durant plusieurs jours encore, il ne remarquait pas la morsure du froid. La cargue racine chantait dans ses veines. Donc là, notre héros revient d'une équipée solitaire où il a vu le transsibérien arrêté en retard dans une petite gare et la femme rousse, la prostituée de la gare. Et donc il est un petit peu étourdi par tout ce qui lui est arrivé, par tout ce qu'il a connu, et il se sent tout changé. Et il revient vers son village, il est en raquette, et il revient vers son village. Soudain, à travers mes paupières plissées, je les vis. 2 points noirs suivaient la crête bleue des dunes de neige au-dessus de la rive. Bientôt, ils furent à la hauteur des 3 cèdres. Ils dévalèrent la crête, traversèrent l'Obeï. Leur minuscule silhouette devenait de plus en plus distincte. Le premier avançait à grands pas, s'arrêtant parfois pour attendre le second. Je les reconnus, et je fus frappé par leur aspect campagnard et naïf. Dans leur démarche, dans leur touloupe, dans leur visage que je voyais de mieux en mieux, il y avait quelque chose d'enfantin. Les oreillettes de leur chapka s'agitaient comme des oreilles de chien. Ils contournaient l'angle de la forêt et allaient, dans quelques instants, passer à côté de moi. J'eus envie de fuir, me cacher au fond des sapins enneigés. Je savais que je ne pourrais plus jamais revenir dans leur vie.
Après une heure de course, je vis que Samouraï, en traçant une trajectoire oblique, s'éloignait de Kashdai et prenait le cap sur un lointain nuage gris suspendu au-dessus de la taïga, sur la ville, sur Nerloug. Encore 2 heures et demie de marche, pensais-je avec dépit. Pourquoi je cours derrière eux? Qu'est-ce que j'ai à chercher dans cette ville? Ils marchaient maintenant côte à côte en bavardant. Tout était si lumineux, si serein dans le petit monde ensoleillé qui se déplaçait avec eux. Mon regard y pénétrait comme du fond d'un cachot. De temps en temps, Samouraï se retournait et me lançait d'un ton joyeux. « Allez, ours, remue un peu tes grosses pattes !» Je ressentais envers eux non plus de la jalousie, mais une sorte de mépris haineux. Surtout envers Samouraï. Je me souvenais de ses longs discours dans les bains, sur les femmes, sur l'amour, ces éternelles citations de cette vieille folle d'Olga. Comment disait-il déjà? L'amour est une consonance. Quel imbécile! L'amour, mon cher Samouraï, c'est une isba qui sent la fumée froide et l'horrible solitude de 2 corps nus sous une ampoule d'un jaune violent. Et les genoux glacés de la prostituée rousse que j'ai frôlée en glissant à la fin de son ventre qui me secouait dans le creux moite du lit. Et les traits bavochés de son visage, et ses seins lourds, étirés par tant de mains calleuses, aveugles, hâtives, semblables aux mains de mon camionneur fantôme, couvertes de cicatrices, maculées de cambouis. Ah, Samouraï, si tu l'avais vu! Avant d'affronter le tournant du diable, il a freiné, a déboutonné son pantalon et tiré sur sa paume cette énorme chair gonflée, on aurait dit un gros morceau de viande crue, tiède, flasque. L'amour, tu parles. Et tu seras comme lui, Samouraï, malgré ton cigare et les bobards que te raconte Olga. Tu n'y couperas pas, ni moi, ni même Outkin. Et nous resterons dans ce chef-lieu où la bagarre éternelle finit seulement quand la lumière s'éteint sous les rafales de la tempête. Dans notre village où l'unique souvenir, c'est la guerre d'il y a 30 ans qui a transformé toute la vie en souvenir. Et cette guerre où la seule femme qu'on puisse encore aimer attend le transsibérien qui ne l'emmènera jamais nulle part. Ce monde ne nous lâchera pas. Vous riez tous les deux en courant là dans votre petit rond-point de soleil. Mais moi, vous verrez, je sais comment me sauver. Je sais. Je m'arrêtai un instant. Ils s'éloignaient en emportant leur auréole remplie de voix sonores. J'imaginais les cèdres avec les gros clous rouillés. Comme c'était proche, ce silence définitif, cette fuite sans retour. Comme c'était bon. Tu n'as même pas demandé ce que nous allons faire en ville. Juin. La voix de Samouraï retentit soudain et me fit revenir à moi. Le bouillonnement verbal que je retenais jusque-là explosa. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Aller comme de pauvres diables à la poste pour écouter les téléphonistes? S'il vous plaît, quel est ce con qui a commandé Novosibirsk? Cabine numéro 2. Ah, Novosibirsk, vous en pavez déjà tous les deux. Samouraï, au lieu de se vexer, éclata de rire. Outkin, regarde, l'ours se réveille. Ha ha! Puis, jetant à son compagnon un clin d'œil, il annonça. Nous allons voir Belmondo. Belmondo, le corrigea Outkin en riant. Non, Belmondo. Tais-toi, canardo, tu es nul en cinéma. C'est l'air de la taïga qui dut les enivrer, car ils se mirent à rire, à crier ce mot incompréhensible de plus en plus fort, chacun insistant sur son accent. Deuxième partie. Ce qui m'a sauvé, c'est ce requin. Je crois que si le film avait commencé autrement, j'aurais quitté la salle en courant et me serais jeté sous les roues du premier camion venu. J'aurais rejoint le silence bienheureux du cèdre dans le fracas assourdissant de cet engin grossier. Oui, le film aurait pu commencer avec l'image d'une femme qui marche à travers les rues pendant que défile le générique, une femme qui marche à la rencontre de son destin.
ou avec celle d'un homme au volant de sa voiture, son visage impassible, hypnotisant les spectateurs encore distraits, ou enfin avec une vue panoramique. Mais ce fut un requin. Non, d'abord, on a vu un homme, mine douloureuse et costume clair fripé. Un homme qui essayait de joindre quelqu'un d'une cabine téléphonique sur une promenade ensoleillée d'une ville méridionale. Il jetait des coups d'œil anxieux, protégeait le microphone avec sa paume. Il ne disposa pas de beaucoup de temps, car dans le ciel d'azur apparaissait un hélicoptère. L'appareil se figea au-dessus de la cabine et, laissant descendre d'énormes pinces, souleva la cabine et l'emporta dans le ciel. À l'intérieur, l'infortuné espion secouait le combiné, s'efforçant de passer son message ultra secret. Mais les monstrueuses pinces s'écartaient déjà. La cabine tombait, s'enfonçait dans la mer, touchait le fond et là, 2 hommes grenouilles l'arrimaient très habilement à une longue cage. L'espion, profitant des dernières gorgées d'air, se retournait vers la porte de la cage. Et il réussissait encore à sortir son pistolet et à tirer, en produisant un ridicule jet de bulles. Un splendide requin, qu'on devinait terriblement affamé, fonçait dans la cabine submergée en pointant son nez vers le ventre de l'espion. L'eau se colorait de rouge. Quelques instants après, Belmondo faisait son apparition. Et l'homme, qui était de toute évidence son supérieur, relatait la fin tragique de son collègue. « Nous avons pu retrouver ses restes, disait-il d'un ton très grave. Il exhibait une boîte de conserve de requin. C'était trop bête, divinement bête, absolument invraisemblable, superbement fou. Nous n'avions pas de mots pour le dire. Il fallait tout simplement l'accepter et le vivre tel quel, comme une existence parallèle à la nôtre. Le film avait été précédé d'un journal. Nous étions assis tous les 3 au premier rang, le moins prisé, mais il n'y avait pas d'autre place à notre arrivée. La voix off, onctueuse et emphatique en même temps, déversait ses commentaires de la chronique politique du jour. La lumière revint avant de s'éteindre pour le film. Oui, il fallait exactement ce degré de folie farfelue pour que je sois arrachée à la réalité et projetée sur cette promenade méridionale, dans cette cage immergée où se préparait l'exécution époustouflante. Il fallait cet agent secret dévoré par un requin et se retrouvant dans une boîte de conserve. Et puis, sur cette promenade, il y avait aussi des femmes. Surtout ces 2-là, qui, pour quelques instants, cachèrent la cabine téléphonique par leurs silhouettes en mini-jupe, par leurs corps oisifs, par leurs jambes bronzées. Oh, ces divines jambes! Elles se déplaçaient sur l'écran, suivant le déhanchement sensuel des 2 jeunes créatures bien en chair. Des cuisses bronzées, qui semblaient ne pas avoir la moindre idée de la présence, quelque part sur le globe, de l'hiver, de Nerlug, de notre Sibérie, et du camp dont les barbelés embrouillaient le soleil balancier. Ces gens démontraient avec une rare persuasion, mais sans vouloir convertir qui que ce soit, la possibilité d'une existence sans Kremlin, sans métiers à tisser et autres performances de l'émulation socialiste. Des cuisses souverainement apolitiques, sereinement amorales. Des cuisses en dehors de l'histoire, à l'écart de toute idéologie, sans aucune arrière-pensée utilitaire. Des cuisses pour des cuisses, tout simplement de belles jambes féminines bronzées. Le requin et les cuisses apolitiques préparèrent l'apparition de notre héros. Il vint, multiple comme quelques divinités hindoues dans ses infinies hypostases, tantôt au volant d'une interminable voiture blanche précipitée dans la mer, tantôt écumant une piscine à grands battements de papillons sous les regards lascifs des belles baigneuses. Il assommait ses adversaires de 1000 manières, se débattait dans les filets qu'ils lui tendaient, sauvait ses compagnes d'armes et surtout,
il séduisait sans répit. Subjugué, je fondais dans le nuage multicolore de l'écran. La femme n'était donc pas unique. Fin de cet extrait.